Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Comme vous l'avez entendu, on a intitulé cette table ronde « La science et la technologie au service de l'entreprise du futur ». Alors voilà comment nous l'avons présenté. Dans le cadre de leur stratégie d'innovation, les entreprises peuvent faire face à des difficultés qui sont parfois des verrous technologiques ou méthodologiques. Nous allons donc valoriser l'apport des collaborations avec le milieu académique et les centres de transfert technologique pour dépasser ces blocages. On va vous présenter des exemples à travers les témoignages d'entreprises et de centres de compétences partenaires, ainsi, à la toute fin de cette intervention, que les dispositifs mis en œuvre par la région Nouvelle-Aquitaine pour soutenir ces projets. Pour ce faire, on va réserver un accueil de stars à nos trois binômes. Voici Pierre Constant et Nicolas Philippe. Vous pouvez lever la main parce qu'on ne vous connaissait pas forcément. Ouais, et là on fait ouais. Pierre Constant est data manager chez Amplitude. Nicolas Philippe est directeur adjoint du centre de transfert CATI. Voici Fanny Ville-Suzanne et Olivier Durand. Fanny est procurement manager chez Aeva et Olivier Durand est directeur du CTTC, le centre de transfert de technologie céramique. Et enfin, les derniers mais non les moindres, comme d'habitude, le dernier binôme, c'est Alain Denoirjean et Fabien Husson. Alain est directeur de recherche à l'Institut de recherche sur les céramiques et Fabien Husson est directeur du Centre d'ingénierie en traitement et revêtement de surface avancée qu'on appelle le CITRA. Merci à tous les six d'avoir accepté notre invitation. Au terme de ces témoignages, vous aurez le loisir de poser vos questions à nos intervenants et à nos deux chargés de mission à la direction de la recherche de la région Aquitaine qui nous rejoindront tout à l'heure. Il s'agit de Marianne Lamour et Hélène Boisserie. On va commencer tout de suite avec notre premier binôme. Notre premier binôme, c'est Pierre et Nicolas. Nicolas, si vous deviez présenter le projet de manière succincte, vous avez 10 minutes à tous les deux. Vous allez vous répartir la parole. Je vais vous aider pour ça. En quelques mots, parce que c'était lui, parce que c'était nous, comment ça s'est passé? Déjà, si vous avez le même souvenir de cette collaboration, de cette mise en place. Bien sûr, c'est relativement récent, on s'en souvient bien. On avait un projet d'industrie 4.0 chez Amplitude. Donc Amplitude, c'est une société qui fabrique des lasers basés à Pessac. On avait un projet d'industrie 4.0 sur lequel on avait quelques verrous technologiques à lever, notamment autour de la donnée et du traitement du langage naturel, sur lesquels on n'avait pas forcément les compétences. Et donc le CATI nous a aidés sur cette thématique, mais sur d'autres également. Comment est-ce que vous avez mis en place l'accompagnement, Nicolas? C'est un projet qui est accompagné par la région, qui soutient ce genre de projet en partenariat avec les CRT. Après, la mise en place, c'est une co-construction qui prend un peu de temps parce qu'il faut définir un peu les grandes thématiques du projet. Et puis il y a des étapes, comme l'a dit Pierre, là, de sensibilisation de l'entreprise aussi sur les verrous évidents finalement, et puis d'autres axes de progression qui sont peut-être moins perçus par l'entreprise lors des premiers échanges. Ça fait quoi d'avoir cet œil, ce regard extérieur? Qu'est-ce que ça permet? C'est intéressant. Je pense que tout à chacun dans son quotidien, dans son entreprise, est habitué à réfléchir au sujet d'une certaine façon. Là, c'est un nouveau regard, c'est des compétences qu'on n'avait pas forcément. Au CATI, il y a notamment un département qu'ils appellent facteur humain, je crois, donc centré sur les utilisateurs, etc. Nous, on est plutôt une entreprise d'ingénieurs, donc c'est pas forcément dans notre culture. Donc, toujours intéressant de mélanger les différentes approches. C'est une collaboration, c'est un accompagnement qui est sur quel niveau? C'est théorique, c'est appliqué, c'est entre les deux? Oui, nous on aime bien l'entre-deux, c'est-à-dire entre l'approche académique et puis celle qui va être plus appliquée. C'est un projet où on a aussi embarqué un laboratoire de recherche et avec des tâches qu'on a souhaité un peu varier sur des choses qui sont assez atteignable pour rassurer aussi l'entreprise sur son engagement dans le cadre du projet, mais également des choses qui sont plus exploratoires, qui laissent la possibilité peut-être d'atteindre des innovations ou une forme de compétitivité. Mais quand c'est plus exploratoire, par définition, c'est aussi plus risqué. Donc avoir un équilibre des tâches, ça permet de trouver un peu un entre-deux, de s'assurer d'avoir des résultats tangibles, mais aussi de s'ouvrir vers plus d'innovation, vers des approches plus académiques sur les différents sujets. Est-ce qu'on a les mêmes deadlines? Parce que peut-être l'exigence de l'entreprise, c'est d'aller vite et bien. Peut-être les exigences du centre d'accompagnement, c'est de prendre le temps d'analyser. Comment ça se passe? Comment on se met d'accord d'ailleurs là-dessus? Ouais, c'est une très bonne question. Et je veux bien entendre Pierre là-dessus après moi. C'est une approche partenariale. Donc effectivement, l'entreprise a des enjeux assez opérationnels,
qui sont réels. Et après, le rôle d'un centre comme le nôtre, c'est aussi de trouver le juste milieu et voilà, d'expliquer à l'entreprise que parfois les sujets demandent du temps et voilà, ça permet de avoir des itérations qui peuvent être plus longues. Ça permet aussi d'aller chercher des choses qui à terme auront plus d'impact en termes d'innovation technologique. Et dans la formulation du besoin, est-ce qu'il était déjà très mature ou vous avez aidé justement à retravailler la problématique? C'est un projet sur lequel on a abordé des thématiques assez nombreuses finalement, et donc c'était un peu du cas par cas. Il y avait des thématiques très concrètes sur lesquelles on avait des résultats attendus extrêmement clairs, donc on a pu prototyper et mettre en place des choses de façon très concrète. Et puis il y avait des thématiques sur des TRL plus bas. TRL, vous nous expliquez? Parce que depuis ce matin, on est vachement dans les acronymes, on adore, mais alors bon, dans l'industrie, j'imagine que tout le monde sait. Mais... je crois que c'est Technology Readiness Level, qui est un chiffre qui s'étale entre 1 et 9 ou 10, 1 et 9, qui indique le niveau de maturité d'une technologie. Donc 9, c'est quelque chose qui fonctionne en production, relativement éprouvé, et 1, c'est au contraire quelque chose qui est très proche de la recherche. Donc nous, dans notre projet, on avait un panachage. Alors on était plutôt sur des TRL hauts, c'est-à-dire des choses prototypables et concrètes, on va dire. C'est ce qui nous intéressait le plus en tant qu'entreprise. On n'est pas un centre de recherche, mais on avait également des choses beaucoup plus exploratoires. Et le fait de mélanger les deux, ce qui est possible, de mon point de vue, en tout cas dans les sujets plutôt tournés autour du numérique comme le nôtre, parce que le prototypage va vite, on peut facilement itérer, laisser tomber. C'est ce qui était intéressant dans le fait de mélanger les deux, c'est qu'on a pu le projet a pu déboucher à la fois sur des choses très concrètes qu'on a pu mettre en production, et puis des choses sur lesquelles on cherche encore un peu, on tâtonne, on est encore en train d'ouvrir des voies. Voilà. Nicolas, comment on fait si on veut faire appel à vous, si on veut être accompagné pour lancer une collaboration? C'est quoi les points d'entrée? J'aime bien cette question. Faut venir nous voir, prendre contact. Donc généralement c'est assez facile. Nous on est assez à l'aise en fait dans ce domaine numérique avec des besoins qui sont peu formulés. C'est là où pour moi il y a le plus de logique de transfert. Hein. Si on a un besoin très bien formulé, on est déjà à l'étape d'un cahier des charges et donc de pouvoir trouver un prestataire de service pour faire ce travail. Pour moi, et ça s'est vu sur le projet avec Pierre comme d'autres, c'est vraiment lorsque il y a une zone d'incertitude, il y a un domaine d'application, mais voilà, une co-construction, une réflexion qui permet d'aller vers ça. Donc faut se sentir à l'aise avec ces sujets qui parfois sont juste, on a des données, on aimerait savoir quoi en faire. Ça va aussi sur d'autres sujets. Donc il n'y a pas de formalisme particulier, si ce n'est, et j'ai envie aussi de dire pour les autres CRT et CT en région, il y en a un certain nombre. Hein. Il suffit de prendre contact et d'avoir un premier échange. Généralement, c'est des gens qui sont plutôt sympas et avec qui on peut déjà ouvrir à l'occasion d'une réunion des idées, une forme de projection technologique par rapport à son propre milieu, son propre marché. Pierre, la prochaine étape, c'est quoi? Parce que là, vous êtes arrivé peut-être au bout de une collaboration fructueuse. Mais... Absolument. Ce premier projet est terminé. On est, je pense, très satisfait des deux côtés. En tout cas, côté Amplitude, on est très satisfait de la collaboration. On a appris plein de choses. On a avancé sur plein de thématiques qu'on n'aurait probablement pas abordées sinon. Donc on continue. Il y a quelques sujets sur lesquels on est encore issus de ce projet-là, sur lesquels on est encore en train de travailler avec les utilisateurs, etc. Et puis à voir ce que l'avenir nous réserve, mais on se pose la question d'une potentielle suite à ce projet, peut-être qui donnerait lieu à une thèse. C'est un des sujets en cours de réflexion en ce moment. Très bien, merci à ce premier binôme, on peut les applaudir, merci beaucoup. Et on se tourne à présent vers notre deuxième binôme, c'est Fanny Ville-Suzanne de la société AEVA et Olivier Durand pour le CTTC. Le projet, c'était le projet d'accompagnement à la mise en place d'une ligne pilote de fabrication automatisée de pièces en céramique. Vous en dites quelques mots, Olivier ou Fanny? Je démarre. Ouais, Fanny. Donc, bonjour à tous. Donc, pour présenter AEVA rapidement, nous, on est une entreprise qui est située proche d'Angoulême et notre activité principale, ce sont les systèmes d'allumage pour les turbines d'avions et d'hélicoptères. Donc, on est dans le secteur de l'aéronautique. Et donc, on a un partenariat avec le CTTC qui dure depuis maintenant une vingtaine d'années. Je crois que ça a démarré. Donc, j'ai pas connu les débuts, mais c'est un partenariat. Ils ont toujours fait partie du décor. Vous êtes arrivés, ils étaient déjà là. On a toujours c'est qui eux? C'est le CTTC t'occupe, c'est les partenaires.
Et donc on a fait plus particulièrement appel au CTTC en 2019 parce qu'on a été racheté donc par Aquitaine Électronique. Donc avant on appartenait à un groupe anglo-saxon qui s'appelle Megit. Donc on a été racheté par une entreprise française en 2019. Et en fait dans un de nos produits donc on fait tout ce qui est bougies d'allumage pour les turbines. Et donc dans ces bougies d'allumage on a une céramique semi-conductrice qui est une technologie assez complexe et qu'on ne maîtrise pas nous en interne. Donc on a fait appel au CTTC donc en 2019 pour réinternaliser cette technologie, cette fabrication. C'était une idée de quoi, de souveraineté, de moins dépendre ça, aussi d'un tiers. C'est ça. Donc ces pièces-là étaient fabriquées au Danemark, et donc nous, ce qu'on a souhaité, c'était réinternaliser en France et chez nous cette production de céramique. Et comme on n'est pas des experts en céramique, on a fait appel au CTTC. Alors Olivier, comment s'est mis en place cet accompagnement? Donc déjà le besoin, il est quand même assez technique, assez ardu, assez précis aussi. Donc on est dans une thématique de souveraineté technologique industrielle, comme l'a dit Fanny, complètement. Donc on se connaissait d'avant. Ce matériau, on le connaissait bien puisqu'il a été développé à Limoges il y a une vingtaine d'années. On avait retravaillé à l'optimiser il y a une dizaine d'années. Et ensuite à sécuriser le procédé, puisqu'on était sur un procédé manuel, en plus réalisé à l'étranger. Donc l'idée d'automatiser le process au même moment qu'il revenait en France. Voilà. Donc bon, ça s'est fait assez naturellement puisque AEVA était déjà client du CTTC. On les a, disons, rassurés sur la capacité de ce procédé à être industrialisé. On les a accompagnés, conseillés sur la meilleure façon de le faire, quel type de process, en fonction des volumes, en fonction des contraintes du matériau également. Donc suite aux premières discussions en 2019, aujourd'hui, donc ça a été inauguré assez officiellement hier, l'installation de cette ligne pilote dans nos locaux pour une période transitoire de 2 ans, avant retransfert complet dans les futurs locaux d'AEVA près d'Angoulême. Ça se passe comment? Vous allez les accompagner, vous allez former les personnels, vous allez Alors c'est les tests. Un accompagnement assez complet puisque tout d'abord on va opérer la ligne nous-mêmes, donc apprendre à faire, ce qui en soi est pas très complexe. Mais là c'est pas un proof of concept, c'est quelque chose qui doit être déployé. Donc, exactement. On est sur une technologie éprouvée, industrielle. Donc on va qualifier le procédé, réaliser des petites productions. Ensuite on va former les personnels d'AEVA. Donc sur cette période de 2 ans à peu près au milieu, les personnels d'AEVA viendront chez nous, commenceront à être formés par les collègues du CTTC. Ensuite, l'objectif c'est que les personnels d'AEVA puissent venir faire eux-mêmes sur l'outil pilote dans les locaux du CTTC et dans 2 ans de tout retransférer dans la future usine d'AEVA qui sera prête à redémarrer puisque les personnels seront déjà formés. Fanny, est-ce que vous auriez investi, est-ce que AEVA aurait investi si vous n'avez pas été accompagné par le CTTC? Non, clairement, je pense pas, parce que bon, déjà, pour toute l'expertise céramique, la céramique, c'est vraiment un métier et une connaissance qui est bien particulière. Et nous, aujourd'hui, le procédé de fabrication tel qu'il était avant au Danemark, clairement on ne pouvait pas le récupérer chez nous parce que c'était pas un procédé répétable, faisable sans avoir toutes ces connaissances et ce coup de main, et sans le CTTC qui a permis aussi de revoir tout le procédé de fabrication et de l'industrialiser. Aujourd'hui on n'aurait pas pu faire ça de nous-mêmes. Alors même question que pour Nicolas tout à l'heure, comment on fait pour lancer une collaboration avec vous? Vous allez nous dire venez nous voir, c'est ça, prenez le téléphone. Les points d'entrée sont multiples. Alors on a un avantage. C'est important aussi d'être au premier stade. Vous l'avez dit assez tôt là aussi, j'imagine. Dans la plus on intervient tôt dans le projet, plus le chemin sera droit. Si je paraphrase quelqu'un de célèbre, c'est beau. Parce que ça nous permet tout de suite d'envisager le bon sourcing matière, d'envisager la bonne pérennité de ces matières, le process qui sera le plus à même de faire le job, et d'éviter d'épuiser plusieurs pistes avant de trouver la solution. Donc c'est vraiment essentiel qu'on soit associé le plus tôt possible, sachant que quand on est contacté, on va pas nécessairement rendre des services derrière, on peut aussi simplement prodiguer des conseils. On n'est pas là pour vendre à tout prix à des clients, c'est avant tout les assister. Là, c'est l'exemple d'une collaboration très étroite, mais sinon, il y a différents degrés d'intervention. Différentes typologies d'intervention, effectivement. On peut être juste consulté pour avis.
Là, en l'espèce, c'est tellement... comment ça se passe d'ailleurs d'un point de vue du mode de fonctionnement? Est-ce que vous avez une part de propriété intellectuelle? Est-ce que vous êtes en... Alors, la répartition, enfin la façon Parce que là, de on se dit fonctionner, 2 ans, il faut faire une ligne fonctionnelle. la façon de fonctionner est assez simple. Finalement, quand la relation est une relation client-sous-traitant, la propriété intellectuelle appartient au client. Voilà. Donc, ce qui est le cas aujourd'hui entre le CTTC et AEVA. Si, en revanche, le CTTC il met une part de fonds propres dans le développement parce qu'il y a un intérêt pour d'autres secteurs, d'autres formes de matériaux, dans ces cas-là, l'API est partagée. Et ensuite, c'est une négociation entre le CTTC et l'industriel pour définir le niveau de partage de la propriété. Donc là, c'est lancé depuis hier. Vous avez 2 ans devant vous avant que ce soit totalement opérationnel, c'est ça? Exactement. Alors, les machines sont arrivées un petit peu avant, le temps qu'on puisse dépoussiérer autour. Et vous avez dit non, mais c'est sûr, on sait faire en découvrant au fur et à mesure. Vous saviez que vous avez le savoir-faire? Non, alors... Parce que si on dit que c'est très technique, que ça demande un historique dans l'entreprise, vous disiez au Danemark, c'est un savoir-faire très particulier. Ce qu'on a dit à Eva, c'est qu'on saura faire. Voilà, parce que c'est un procédé industriel, connu. Donc on leur a dit, on saura faire. Néanmoins, auparavant, avant que Eva investisse, des essais ont été faits chez le fabricant pour s'assurer que c'était la bonne machine, qu'elle allait faire le job comme il faut. Et ensuite, c'est Aeva qui a géré l'opération financière. Et à part Aeva, qui est-ce qui peut faire appel à vous typiquement? Mais tout type d'entreprise qui a un besoin de céramique. Donc, comme ce sont des matériaux de niche, il faut bien le reconnaître, c'est assez facile de nous trouver. On est bien référencé dans Google. Il suffit de taper céramique et on tombe normalement sur on est en nous, Prux, quand on tape céramique, on vient en Prux. Dans le top 3, on va dire, parce qu'il y a un autre labo qu'on trouve parfois. Et ensuite, il y a les points d'entrée sont multiples. On est centre de ressources technologiques, donc on fait partie d'un réseau de CRT. Donc par ce réseau, on peut tomber chez nous. On fait partie d'un réseau de centres technologiques néo-aquitains. Donc forcément, en s'adressant via les confrères, on peut aussi arriver chez nous. Le bouche à oreille fonctionne quand même beaucoup. Donc c'est plutôt, on est les seuls dans ce domaine-là en France. Donc de ce fait, on nous trouve vraiment simplement. Parfait, merci. On applaudit notre deuxième binôme. Bravo à vous. Notre dernier binôme qui témoigne est composé d'Alain Delon-Argent du laboratoire IRCER et Fabien Husson, directeur du centre de transfert Citra. Il s'agit de Saphir, une plateforme de R&D en traitement de surface par voie sèche. C'est ce qu'on m'a dit, hein. Moi, je répète. Si on devait présenter, alors brièvement, parce qu'Alain, on m'a dit que vous aviez, vous aimez bien prendre le temps de. Non, oubliez ce que j'ai dit. Oui. C'est à moi. Je plaisante. En quelques mots, le projet Saphir, c'est quoi? C'est très simple. C'est une association entre industriels et académiques. Les industriels, c'est Safran et Oerlikon. Safran, producteur de pièces aéronautiques. Oerlikon, fabricant de machines de projection thermique et de PVD. Avec l'IRCER, l'Institut de recherche sur les céramiques, encadré par ces institutions maison mère, le CNRS et l'Université de Limoges. C'est une plateforme technologique qui est là pour développer la recherche scientifique qui est faite dans le laboratoire commun Protéis, toujours avec les mêmes partenaires. C'est l'ADN du laboratoire. C'est d'abord un laboratoire commun et ensuite, on a besoin d'outils pour développer la recherche. Le laboratoire commun peut s'ouvrir à d'autres industriels, mais surtout la plateforme est ouverte puisque la région Nouvelle-Aquitaine a relativement aidé la plateforme à investir un peu plus de quelques millions d'euros. Donc le deal et notre volonté, c'est d'ouvrir la plateforme à tout type d'industrie nécessitant un traitement de surface pour modifier les propriétés. Vous voyez, je n'ai pas été trop long. C'était parfait. Non, mais il y a un esprit de synthèse, il y a tout. Comment s'est mis en place l'accompagnement, la collaboration? Parce qu'on voit qu'il y a quand même un bel outil à la base. Alors c'est une relation, comme j'ai l'habitude de dire, préhistorique, puisqu'elle a commencé au siècle dernier. Ce serait un Bordeaux, ce serait du 30 ans d'âge. Donc si ça s'est bien passé, ça se passe bien. Donc Safran a voulu rester excellent dans son domaine. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Ils se sont entourés de gens excellents, entre autres dans la recherche. Ils ont choisi l'IRCER à Limoges. Ceci dit, ils auraient pu aller à Belfort. Ils sont aussi excellents, mais un petit peu moins bons que pour Safran. Donc c'est nous qui avons gagné. L'accompagnement, ça s'est fait comment? Racontez un peu plus dans le détail. Historiquement, on a beaucoup de relations contractuelles, donc contrat par contrat avec des thèses ou des post-docs. Et là, on a changé de structuration, définir une route sur 4 ans, de thématiques scientifiques. Donc, on a aussi associé Oerlikon, ce qui est un exploit d'après le CNRS, que des laboratoires communs avec 2 industriels, c'est pas très fréquent en France, mais ça se passe relativement bien.
Et donc, parce que vous avez l'expertise, mais aussi l'expérience des collaborations. C'est quoi en fait, qui fait que vous réussissez à convaincre deux industriels? On a toujours eu une relation. Alors historiquement, on était des mauvais chercheurs CNRS parce qu'on travaillait beaucoup trop avec l'industrie. On pervertissait notre esprit de chercheur. Maintenant, ça c'est un trop petit peu appliqué, pas assez théorique. C'est un peu arrangé. Le CNRS voit d'un bon œil que la recherche serve à quelque chose et non pas qu'à faire plaisir aux chercheurs. Et donc depuis il y a plein le départ, de punchlines. Hein, tout le monde en prend pour son grade, Alain. Heureusement qu'on n'est pas diffusé. Hein. Non, mais c'est pas grave. S'ils étaient là, je leur dirais la même chose. Notre chemin, il est pas forcément droit, hein, effectivement, contrairement au centre technique, mais relativement sans trop de chemin de détour. Alors Fabien, comment vous avez perçu de votre côté cette collaboration? Bon, alors je dirais que déjà dans un premier temps, le choix qu'a pu faire Safran au niveau de la localisation est aussi dû à l'écosystème qu'on peut trouver sur le parc d'Ester, qui est quand même assez dense. Donc on trouve le CTTC, on trouve le pôle européen de la céramique, on trouve le Citra. Le Citra était un opérateur de longue date sur la partie voie sèche du traitement de surface. Donc le domaine d'activité de l'IRSER, on est des collaborateurs et des relations techniques de longue date avec l'IRSER, entre l'IRSER et le Citra, puisque le Citra est issu de collaboration avec l'IRSER en termes de genèse. On a une 20aine d'années, et sur l'axe thématique voie sèche, donc l'axe 2 du laboratoire. Donc je dirais que cette mise en place de Saphir s'est faite aussi naturellement en partenariat avec le Citra et avec l'appui du Citra en termes de moyens et de connaissances. Donc c'est comme ça qu'on trouve finalement cette genèse du projet, et puis le positionnement particulier et privilégié du Citra en qualité de partenaire, avec toute une organisation en termes de mutualisation de moyens. Donc alors ce qui a peut-être joué dans le choix de Safran par rapport à Belfort, c'est qu'il y ait absolument tout sur le même site. Clairement, ce que vous êtes en train de décrire, c'est qu'il y a un écosystème qui est à vol d'oiseau, tout le monde est dans le même périmètre. Une centaine de mètres de rayon, à peu de choses près. Donc effectivement, on peut aller circuler d'un TRL 1 à un TRL 8 en quelques pas. Donc ça, c'est un vrai atout, c'est une vraie plus-value de l'écosystème, c'est une vraie plus-value du territoire. Et effectivement, je pense que ça a largement joué dans ce choix thématique. Oui, c'était le point clé qui a fait la différence. Comment on fait, même question, pour lancer une collaboration avec vous? On regarde dans l'annuaire. Alors, je dirais qu'on a les mêmes voies que les mêmes points d'entrée. Ouais. C'est vrai que si on recherche le traitement de surface sur Internet, on va vraisemblablement potentiellement tomber sur le Citra et sur l'IRSER. On a le bouche à oreille qui fonctionne vraiment très bien. On est centre de transfert, donc centre de ressources technologiques. On a un réseau de PME qui est très très développé, et donc c'est notre cœur de métier. Donc ça veut dire qu'une PME qui cherche dans le traitement de surface a potentiellement l'entrée vers le Citra qui est privilégiée, d'autant plus que sur le périmètre national, on est le seul centre de transfert qui couvre à la fois les technologies voie sèche et voie humide. Donc on a cette spécificité. Donc on a un panel de connaissances et de technologies qui est relativement large. Donc ça nous permet effectivement de répondre à un certain nombre de besoins sans orienter spécifiquement sur un besoin donné. C'est-à-dire on n'oriente pas vers une technologie parce qu'on a que celle-ci, on a la capacité de faire le transfert de choix. Et donc effectivement, on est un point d'entrée par ces différentes sourcing. Et évidemment, les collaborations de longue date avec l'IRSER nous permettent aussi de faire de la montée en TRL sur la base des travaux de recherche développés par l'IRSER. Et ça, c'est important de le souligner, parce que les montées en TRL, c'est notre cœur de métier aussi, c'est transféré à terme, et ce qu'on est capable d'initier en termes de travaux et de technologies par rapport aux travaux de recherche qui ont été réalisés par l'IRSER, d'être en capacité de les transférer à l'échelle industrielle, c'est important. Alain, qu'est-ce que vous diriez à des industriels qui se posent encore la question? Soit ils se disent j'ai pas encore l'expression de mon besoin qui est suffisamment claire, soit que la taille de mon industrie est pas suffisamment importante, mais j'ai quand même des besoins. Alors, comme je dis ça parce que vous avez de l'expérience. Donc. Non, bien sûr, comme dans certains domaines, la taille n'est pas un problème. Punchline sur punchline. Titre. Mais à part ça, on a l'habitude de travailler avec les PME. On accompagne aussi, moi et mes collègues, nous sommes des hommes de dialogue. Donc on aime bien aider à définir le projet en fonction de la taille du projet. Il y a tout un tas de possibilités de financement, d'aide et d'apport, quelle que soit la structure, petite, très petite, grande ou moyenne. Ensuite, effectivement, une fois la définition du projet, comme l'a dit Fabien, on peut très bien transmettre au Citra, puisque c'est un TRL qui est un peu trop élevé en entrée, qui peut revenir après au niveau plus bas ou continuer sur les niveaux plus hauts, donc rester au Citra. Et on a aussi un réseau de TPE ou de partenaires qui peuvent aussi prendre, ou d'autres laboratoires CNRS. Si on nous pose une question scientifique à laquelle on ne sait pas bien répondre ou pas du tout, on a quand même dans un réseau des gens qui sont capables de prendre le relais.
Pourquoi vous disiez que c'est une gageure de travailler avec deux industriels? Il y a déjà, encore une méfiance commune? Tous les exemples qu'on a là sont des exemples de collaboration réussie. Oui, non, c'est pas une défiance. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur le partage de l'exploitation industrielle, des résultats scientifiques obtenus ou des technologies développées. C'est ce point-là que le CNRS a identifié comme difficulté. C'est quel partage je vais avoir, quelles sont les licences que je m'autorise, quel domaine je peux avoir comme tout seul ou partager. C'est ça qui pose le problème. Une fois que ça a été défini au bout d'une année, on est revenu voir le CNRS, on leur a dit tout qu'en fait c'était pas si compliqué que ça, et après on est passé sur le laboratoire commun, la construction, le développement de la plateforme, l'investissement des matériels, là, ça roule. On a des projets qui sont bipartites d'ailleurs, avec un industrie, enfin avec soit Safran et IRSER, ou bien tripartite quand on est sur un domaine partagé, Safran, Oerlikon, IRSER, et puis Oerlikon, IRSER quand ça se passe relativement bien, une fois que c'est calé et que tout le monde est d'accord avec une gentleman attitude, on n'a pas de problème. On va faire justement un dernier tour de table en passant par chaque personne composant les binômes. Pour des conseils, quels conseils vous donneriez? On va commencer avec vous, prenez un micro. D'un point de vue industriel, qui n'ose pas se lancer, qui voudrait se lancer dans la collaboration, qui ne sait pas encore... pour gagner du temps aussi, peut-être des erreurs que vous avez commises ou des pertes de temps que vous avez peut-être eues. Écoutez, dans le cas d'Amplitude, en tout cas, la communication avec le CATI, donc la structure d'accompagnement avec laquelle on a travaillé, c'est très bien passé. Et moi, je rejoins Nicolas sur son conseil de discuter le plus tôt possible, parce que ce sont des gens qui ont l'habitude de détourer les problèmes, de poser les bonnes questions, et finalement, ça permet de gagner du temps simplement en engageant le travail dans la bonne voie le plus tôt possible. Nicolas. Même question? Oui, j'aime bien ce qu'a dit Olivier tout à l'heure, c'est que les structures que sont les centres technologiques sont aussi là pour conseiller. Voilà, il n'y a pas de velléité de projet à tout prix, voilà, de vente. Enfin, je rappelle, c'est des structures qui sont très majoritairement associatives, et donc on a aussi des indicateurs. Et ça fait partie de la mission d'être capable d'accompagner les entreprises sur du long terme. Donc voilà, je rajouterais, c'est aussi des conseils qu'on essaie dans la mesure du possible d'avoir assez objectif d'un point de vue technologique. Ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur finalement d'avoir. C'est quoi l'objectivité technologique, Nicolas? L'objectivité technologique, c'est chercher la solution qui répond le mieux au problème ou à l'enjeu technologique, indépendamment de toute compétence ou pas se faire orientation plaisir en écrasant une mouche avec un bazooka, quoi. Pas avoir un truc trop gros pour un... Oui, alors on a des exemples. Vous me lancez un peu là-dessus, mais on a des exemples d'ailleurs assez concrets chez Amplitude, où en fait il y a des solutions sur étagère qui correspondent très bien aux besoins, donc il n'y a pas forcément besoin de lancer un projet d'1 an, de 2 ans avec les financements, etc. Et voilà, il faut une forme de courage, je pense, pour être capable de répondre à l'industriel. Voilà, il suffit d'utiliser cette solution. Donc voilà, ce rôle de conseil est aussi important, et donc c'est pour ça qu'il faut inciter les entreprises à rencontrer les structures qui ont été majoritairement créées par la région pour les guider, voilà, dans leur choix technologique. Ce qui a été dit aussi, c'est le plus tôt on va rencontrer ces structures, le plus tôt on va pouvoir être guidé sur la meilleure des voies, éviter des billets qui peuvent coûter cher à terme. On le voit sur la conception électronique, par exemple, sur des mauvais choix. Lorsqu'on arrive en fin de prototype, ça peut coûter très cher de revenir en arrière. Voilà, il y a d'autres sujets, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut pas hésiter. Ça fait partie de nos missions. Fabien, votre conseil ultime? Moi, mon conseil, c'est déjà dans un premier temps de faire la démarche de venir jusqu'à Limoges, qui est pas forcément évident sur le papier, mais très clairement, pour venir voir l'écosystème, quand on a le Citra et le Saphir qui sont regroupés sur le même bâtiment à une rue du CTTC, je pense que quand on est sur ce domaine-là, c'est extrêmement important de visualiser et d'avoir toutes les réponses à un certain nombre de problèmes qui sont regroupés vraiment sur ce parc Ester. Pour moi, c'est indispensable de venir voir cet écosystème. Alors, je pourrais faire un petit peu de publicité. Il y a Ceramic Network qui arrive dans quelques temps, et je pense que ça peut être intéressant de profiter de cet événement national pour venir, voilà, sur le 22-23 mai, bon, dans ces environs-là, pour venir visiter cet écosystème et prendre conscience qu'en fait, on a une vraie réponse à des enjeux technologiques innovants et avec des enjeux céramiques et traitement de surface sur ce périmètre. Alain. N'ayez pas peur des chercheurs, ils ne sont pas tous fous. Il y en a qui sont à peu près normalement constitués et ils ont parfois des idées farfelues, des fois des idées en rupture, ce qui permet de faire des bons technologiques, parfois qui sont difficiles à mettre en place ou sur du long terme. Et effectivement, le mot-clé, ChatGPT, c'est super, mais il faut venir discuter avec une intelligence non pas artificielle mais humaine. C'est beaucoup mieux. Olivier.
Je sais pas si j'aurai une punchline. Ouais, passer derrière Alain, c'est un peu compliqué, quoi. Comme disait Nicolas, la plupart des structures sont des structures non lucratives, à but non lucratif. Donc, je pense que ça doit avant tout inspirer confiance, parce que ces CRT ont finalement un mode de fonctionnement qui est très proche d'une PME. Donc, à ce titre-là, c'est professionnel, c'est flexible, c'est réactif. Et j'ajouterais même que c'est intègre. Donc, ce qu'on fait, c'est pour les autres, avant tout. Donc, je pense que là, ça doit donner confiance à un industriel. Le mot de la fin, c'est pour vous, Fanny. Oui. Du coup, je rejoins un peu tout le monde. C'est vrai que nous, quand on fait appel au CTTC ou à d'autres organismes, c'est vrai qu'on a confiance par ce statut de l'association aussi, de se dire voilà, ils veulent vraiment nous apporter des solutions, de répondre à nos problématiques, et voilà, l'intérêt est vraiment partagé eux pour se développer et développer aussi vos connaissances, et nous apporter des solutions à nos questions, et de les avoir, voilà, de les contacter le plus tôt possible. C'est vrai que c'est un vrai gain de temps et aussi d'argent parfois quand on a des problématiques, parce qu'on sait que les connaissances sont chez eux, elles sont pas chez nous, donc c'est vraiment une grande aide, et moi je suis complètement favorable à faire appel à des laboratoires de recherche comme le CTTC. Merci et bravo à tous les 6. On peut vous applaudir. On a souhaité dédier une session de questions-réponses, je vous l'ai dit en ouverture. Je vais demander à nos 2 chargés de mission à la direction de la recherche, la direction de la région Aquitaine, de nous rejoindre. Sous vos applaudissements, voici Marianne Lamour et Hélène Boisserie. Mettez-vous devant pour qu'on vous voit bien sur le streaming. Venez encore plus devant, voilà, si vous êtes la star du jour là quand même, Hélène. Peut-être des précisions, Marianne, sur ce qui a été dit, ou vous voulez qu'on prenne les questions Bonjour à tous. Non, je trouve que on a trouvé avec Hélène effectivement que c'était très complémentaire, qu'on avait 3 projets qui avaient été présentés de manière très synthétique, donc un partenariat, une prestation et une collaboration entre un laboratoire commun et un centre de transfert technologique. Donc après, effectivement, on est disponible pour toute question, pour savoir comment la région a effectivement interagi avec ces 3 projets, pour les accompagner, y compris l'accompagnement au ressourcement des centres de transfert technologique. Est-ce qu'on a un courageux ou une courageuse pour une première question, et je vais me déplacer avec mon micro? C'est l'occasion ou jamais. Même si vous pouvez vous voir après, il y a des espaces dédiés, peut-être plus intimes, et là, vous allez être en direct sur Internet. Non, je mets la pression et c'est jamais bon. Allez, qui se lance? Qui aurait une question sur ces collaborations? Oui, j'arrive. Bonjour, c'est pour Olivier et Alain. Est-ce que vous collaborez ensemble si vous êtes coincé sur un problème? Alors oui, on collabore beaucoup avec l'IRSER. On a 3 thèses en cours au laboratoire sur des sujets un peu amont, de maturation, enfin sur des technologies qu'on souhaite maturer et pour lesquelles on a besoin de science. Parce que pour faire avancer la techno, il faut de la science. Donc on s'appuie sur le labo. Donc effectivement, on collabore beaucoup. On se renvoie aussi des sujets. Par exemple, dans le cadre de notre travail avec AEVA, il y a en parallèle une thèse CIFRE qui a démarré au laboratoire, puisque on avait signalé à AEVA l'importance de bien maîtriser le matériau et que ça nécessitait des connaissances un petit peu plus approfondies que ce que nous on pouvait apporter, et donc on les a orientés vers le laboratoire, ce qui a abouti à une thèse CIFRE qui a démarré il y a 1 an, je crois. C'est ça, peut-être un peu moins d'1 an. Ouais. Donc, on fait aussi profiter nos clients des compétences et de l'expertise du laboratoire quand c'est possible. Et eux, on sait que sur des sujets un peu plus hauts en TRL, ils nous contactent. Oui, le point clé, c'est qu'on est tous ensemble sur à peu près les mêmes lieux. Donc, c'est une communauté d'hommes et de femmes, scientifiques, techniciens, ingénieurs, développeurs, industriels, académiques. Comme on se croise dans les couloirs, on prend le café ensemble, on discute. Tiens, qu'est-ce que je regarde, j'ai ça. Bah mince, ça, bah tiens, non, tu devrais essayer ça, et ainsi de suite. C'est pour ça que ça marche. Oui, je vous passe le micro, monsieur. Bonjour, je suis le délégué général au niveau national des CRT. Voilà, sur le plateau, il y en a 3, je suis très content de les voir. La région Nouvelle-Aquitaine est très très bien représentée, puisque je parle sous le contrôle d'Hélène. On a environ 20 structures labellisées, mais 40 au total, je crois.
qui sont en Aquitaine. Et donc, c'est pour nous une région extrêmement... En Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, excuse-moi Olivier. Voilà. Donc, j'ai pas une question, mais c'est plutôt un complément. Si je voulais définir l'action des CRT en trois mots ou en trois... tiens, on va encore rentrer dans les sigles. En PAC, P pour proximité, parce que je crois que vous avez un témoignage là de proximité très évident. A comme agilité, parce que ce sont des centres extrêmement agiles. Et C comme confiance, ce qu'ont dit nos trois intervenants, c'est-à-dire que si ces projets aboutissent, c'est grâce à la confiance qui s'instaure entre les laboratoires, la recherche publique, dont on a un brillant représentant, et les industriels, parce que c'est pas évident du tout de mettre en lien la recherche publique et l'industrie, et nos centres sont là pour le faire. Voilà. Merci à eux. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Marianne ou Hélène, est-ce qu'il y a des points que vous souhaitiez approfondir? Oui, alors juste peut-être merci Philippe pour pour avoir salué l'activité et la valeur ajoutée des centres de transfert. Donc effectivement, on a sur le territoire 37 structures qui font ce travail de mettre au service des entreprises des résultats de recherche qui ont été maturés, montés en maturité et transformés en solutions. Et cet ensemble de compétences représente environ 1500 personnes, des chercheurs, des ingénieurs au service des acteurs du territoire de la Nouvelle-Aquitaine et au-delà, et sont en train de se fédérer pour avoir une visibilité beaucoup plus importante pour les entreprises du territoire et aussi pour les partenaires potentiels à l'échelle internationale. Voilà. Donc, on a un stand qui permet d'avoir un point d'entrée pour l'ensemble de ces acteurs et de leurs compétences. Et bientôt, il y aura un point d'entrée collectif pour une entreprise recherchera une compétence, elle pourra s'adresser à ce point d'entrée pour trouver tout de suite un ensemble de solutions, parce que souvent ils peuvent se mettre à plusieurs pour répondre, voilà, de façon consolidée. Merci beaucoup. On vous applaudit une dernière fois. Merci à vous et bravo.